Alors, donc moi je suis Soline, je suis présidente de l'association du Château d'Aujac. Donc voilà, c'est un peu ma deuxième maison, entre guillemets. Et je suis historienne, je suis docteur en histoire du XVIIIe siècle, spécialiste de l'histoire du vêtement et du rapport corps-vêtement. Voilà. Et oui, alors du coup, on travaille ensemble. Moi, je suis historien également et je suis plutôt spécialisé sur les armes et armures et donc la période médiévale, mais aussi la Renaissance. Et on s'est contaminé l'un l'autre avec des tas d'histoires du corps. Moi, plutôt du corps armé et Céline du corps paré, costumé. Et ensemble, on écrit des livres, on fait des expositions, on s'occupe de collections. Enfin, on vit notre truc, mais aussi en lien avec la culture populaire. On est tous les deux très geeks et donc on aime bien faire le lien entre les métiers d'histoire et la culture pop en général. Alors on participe, on va dire, à la valorisation des lieux. On est tombé amoureux du château parce qu'on y est arrivé à cause d'un petit élément d'armure qui s'est révélé être un élément de harnachement de cheval, datant quand même du XVIIe siècle. On y est arrivé donc pour une expertise de ce petit objet et finalement on n'est jamais reparti. On est tombé amoureux à la fois des lieux et des habitants, à quatre pattes, à deux pattes. Et on a eu envie de donner vie à ce château au travers de la médiation du patrimoine, donc des reconstitutions historiques, mais aussi de la recherche scientifique à destination du public. Donc on est là avec notre double casquette, à la fois d'historien, spécialiste, mais aussi de médiateur. Oui, parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'on fait de la reconstitution historique, et donc c'est un peu la pratique de l'histoire vivante en France. Donc on met des costumes, on refait les gestes du passé avec les mêmes outils, les mêmes objets, les mêmes armes. Nous, on aime bien, évidemment, comme historien, les tester, savoir ce qui marche, est-ce qu'un fusil fait prouf ou est-ce que ça fait beaucoup de bruit. Ça, c'est pour les trucs de garçons. Et après, les filles mettent des grandes robes. Je caricature parce que, évidemment, c'est plus complexe que ça. Même les garçons Mais aiment il y a bien aussi ça. voir les filles en robe et les filles aiment bien voir les garçons en grandes bottes et en fusil et tout ce qui va avec. Voilà. Et voire même des fois, on se travestit quand on fait des pièces ou des choses comme ça. Bon, on s'amuse, hein. L'histoire vivante, le but, c'est de s'amuser un petit peu. Et c'est aussi ce que le public voit comme différence. Si on s'amuse et qu'on est passionné, disons, ben voilà, on en est passionnant. Nous, on aime bien les mettre dans une espèce de bulle, que les gens aient l'impression d'être dans un film ou même de nous interrompre. Des fois, ils s'excusent, ils rentrent dans la pièce et ils ont l'impression d'être chez nous. Ben, c'est ça qu'on cherche. Comme ça, ils ont vraiment l'impression d'y croire et ils ont le droit de rentrer, d'interagir avec nous. C'est un peu l'école qu'on fait ici. Un rapport à l'imaginaire forcément riche parce que, étant tous les deux intéressés déjà par l'histoire surnaturelle et l'imaginaire collectif dans les histoires du champ historique, hein, puisque aussi dans nos pratiques de recherche, il y a du surnaturel et du fantastique, mais évidemment, comme consommateur de séries et de films et aussi de littérature, eh ben, on aime bien faire les deux. Alors le lieu, il est très lié aussi à l'imaginaire parce que un des propriétaires, Gilbert Léautier, qui nous a quittés, c'était un écrivain, un auteur dramatique. Donc il y a une dimension littéraire ouverte sur l'imaginaire aussi au château depuis longtemps, et ça aide aussi à ça. Mais Marlène Léautier, donc, qui aujourd'hui est toujours la propriétaire, et comme nous, fans de films et de séries, donc ça nous a aidés à nous comprendre. Oui, à pouvoir développer ici des choses, pas seulement sur le côté historique, mais également, par exemple, sur Game of Thrones, puisqu'on a pu organiser une expo flash sur 2 jours en 2020 et une expérience qu'on aimerait et qu'on projette de réitérer, de montrer comment un château comme celui-ci, que tout le monde imagine être un château médiéval mais qui ne l'est pas, peut renvoyer une image médiévalisante et inviter à rêver un Moyen-Âge complètement fantaisiste et fantastique, parce que c'est ça aussi qui fascine dans le Moyen-Âge, c'est ce qu'il a été, d'une part, et ce qu'on en fait, ce qu'on en rêve aujourd'hui également.
Alors Mala Bestia, c'est alors déjà la Mala Bestia, c'est la mâle bête, hein, la bête qui fait peur. Et ici, il y a une histoire de mâle bête. Il y a une bête dévorante qui a fait sa première victime d'ailleurs sur la colline ici sur laquelle on se trouve au château d'Aujac au début du 19e siècle. Mais la mâle bête qu'on connaît tous et qui nous fait tous trembler, petits et grands, c'est bien sûr la bête du Gévaudan. Quand on a imaginé ici refaire quelque chose de l'ordre de la reconstitution historique, mais du XVIIIe siècle, on s'est dit, bon, voilà, le XVIIIe siècle, c'est 100 ans, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Comment on se positionne? Et on a trouvé que l'idée était trop belle. On n'est pas dans le Gévaudan, par contre, on n'en est pas loin, on est sur le chemin pour y aller, pour en repartir. Et on a imaginé que ce château, qui, au XVIIIe siècle, est déjà dans cet état-là, pourrait servir de relais de chasse et pourrait accueillir des chasseurs qui vont chasser la bête ou qui en reviennent, des gens qui s'y croisent. C'est l'occasion du coup de mettre en scène une vie quotidienne telle qu'elle pouvait se passer ici, un petit peu perturbée par l'arrivée de visiteurs, et de raconter en fait l'histoire de la bête du Gévaudan d'une manière vivante, sans jamais voir la bête puisqu'elle n'est pas là, mais tout en faisant peur aux petits et aux grands du public qui viennent assister en fait à cette vie quotidienne et parfois même être impliqués dans les discussions qu'on peut y tenir. Des gens qui descendent du Gévaudan pouvaient croiser des gens qui y montaient. Et du coup, ça permet qu'ils échangent sur la bête. Est-ce que tu l'as vu? Moi, j'aimerais bien tirer avec tel fusil. Ah ben non, ça marche pas. Enfin, il y a des liens avec la famille de Morangiès. Voilà. Oui, c'est vrai, entre les deux Lafare et de Morangiès. Ouais. Et on peut raconter des histoires aux enfants, leur faire peur. Oui, c'est un week-end d'animation, on va dire, mais ça va plus loin que ça. Généralement, on fait des conférences, des soirées à thème ou des contes, des veillades, hein, comme on dit en Occitanie. Et en fait, on fait venir des intervenants, des conférenciers, enfin on discute autour de l'imaginaire, de l'effroi, de l'épouvante et des bêtes dévorantes au XVIIIe siècle. Parce que plus souvent, alors nous, quand on faisait de la reconstitution au XVIIIe siècle, on faisait plutôt la vie à Versailles et la vie de la noblesse. Et on a totalement changé il y a quelques années en s'intéressant beaucoup plus à la vie populaire, qui est plus proche, disons, du quotidien des Français de l'époque, qui est moins éloigné de la vie telle qu'on la vivait dans les campagnes au XVIIIe siècle. Et évidemment, qui est confronté à la bête du Gévaudan? Plutôt les paysans et les gens du coin, et pas la noblesse qui certes chasse la bête, mais bon. Donc c'est aussi quelque chose en reconstitution qui se voit peu. Il y a peu de lieux en France qui exploitent le XVIIIe siècle comme époque de reconstitution. Donc c'est aussi quelque chose où on voulait en faire une spécificité pour Aujac. Et donc c'est au moins de toute façon une fois par an, un week-end qui est le premier week-end d'août, pour être dans la saison touristique, où on va du coup pendant 2 jours remettre en scène cette vie de terroir, cette vie quotidienne au château. On va cuisiner, on va faire des essais de fusils, vérifier que les fusils tirent bien à la poudre noire. Faire de l'escrime, on va du théâtre, plein de choses. Animer les lieux comme ils ont pu être à un moment dans l'histoire pendant c'est aussi une convention finalement de troupes du XVIIIe siècle pour se retrouver entre 30 et 60 personnes chaque année. On essaye de faire une concentration en fait. Aujac, c'est un peu notre bébé, on va dire, et puis c'est une passion commune avec des amis avec lesquels on a fondé une association. Mais à côté de ça, on est actif dans d'autres endroits, comme le château de Foix et d'autres lieux, musées, où on fait des animations et des expositions. C'est nos 2 grosses activités. On fait des livres et des expositions. C'est ce qu'on adore faire. Donc, armes et costumes, c'est ça qui est intéressant à montrer au public ou à mettre à disposition du public. Parce que généralement, dans les films, c'est souvent des accessoires faux, disons en plastique, en latex. Il y en a quand même qui sont faits en métal, en suivant des codes d'artisanat. Mais la plupart du temps, c'est quand même des copies surtout visuelles. Et en plus, elles ne dépassent pas le cadre du tournage. Généralement, elles sont soit brisées, abîmées. Elles ne sont pas conçues comme des objets du patrimoine qui vont subsister. Mais souvent, elles font écho à des techniques de fabrication anciennes.
Les poteries qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux, ben, ça s'inspire de poteries médiévales grâce aux designers. Les verres qu'on voit dans Game of Thrones, c'est des reproductions de verres médiévaux ou de la Renaissance. Donc c'est des vrais objets qui ont été produits comme des pièces anciennes. Mais les gens ne peuvent pas voir ça dans des expositions, en tout cas pas les objets de film. Et donc nous, on essaye à la fois de montrer des objets qui ont servi lors des tournages, mais lorsque c'est des objets qui sont issus de l'artisanat, ben on essaie de les refaire. Donc c'est comme ça qu'on a refait le gantelet de Sauron pour l'exposition de Foix, donc taille de Sauron, mais on fait aussi des objets comme par exemple les Nazgûl ou bien les costumes du roi sorcier, des choses comme ça. Des choses que le public ne peut pas voir en dehors du film lui-même et dont le matériel est très souvent propagé, collectionné, mais qui ne peut pas toujours voir dans une expo d'histoire. C'est un peu l'idée. Et puis surtout, ça permet de sauvegarder aussi des métiers anciens, des pratiques, de les filmer, de les capter, et donc conserver une mémoire au-delà du film et au-delà de l'objet simple, historique, qui est dans une collection qu'on peut valoriser. Alors, quand on a fait donc, ce qu'on a appelé le jeu des trônes, c'était d'ailleurs ce titre, un clin d'œil, donc pour ne pas utiliser le nom de la série et de l'œuvre littéraire de Martin. Et en même temps, c'est sa traduction littérale. Le jeu des trônes, c'est vraiment Game of Thrones, c'est ce que ça signifie. On a effectivement fabriqué un trône de fer, on va dire notre interprétation du trône de fer, basée sur la silhouette de celui de la série, qui n'est pas celui des livres. On pourrait en discuter longuement. Mais on a fait effectivement cette copie qu'on a réalisée ici et qui était destinée dès le départ à être exposée à Foix dans le cadre de l'exposition Épée de légende qu'on a montée au musée du château de Foix. Et ce trône, en fait, il est fait eh bien de plein de choses, d'épées en bois, d'épées en latex, en caoutchouc, d'épées mythiques de jeux vidéo qu'on a glissées comme des clins d'œil. On a pu faire notre trône de fer, du voilà. coup on a... Les geeks, jeunes et moins jeunes, peuvent s'amuser à chercher, quand ils vont voir au château de Foix le trône qui y est exposé, et ben les clins d'œil qu'on a fait à divers... Il y a des épées du Seigneur des Anneaux. Mais comme celui de la série, voilà. ça ne se voit pas à l'écran, mais en fait les designers du trône ont dû inclure des épées en produisant plusieurs, de plusieurs types, et en fait presque en s'amusant, ils ont glissé des épées d'autres films, notamment du Seigneur des Anneaux. Ça a amusé les fans qui se sont mis à essayer de les trouver. Et donc on a simplement fait un peu la même chose, mais en faisant un peu plus. On a glissé un peu plus de références. Ça nous sert à nous, mais aussi pour l'expo de Foix, c'était très bien. Donc les gens pouvaient s'asseoir, se prendre en photo comme un selfie dans le trône. C'était plus simple et moins onéreux aussi de le faire entre amis que d'en commander un spécialement à la production. Ce qui était possible aussi, mais c'était un peu hors de prix. C'était pas du tout le même. L'avenir du château d'Aujac, très riche. On a plein de projets. En fait, bon, on est aidé par la région, on a beaucoup de chance parce que donc il y a des dégâts qui s'accumulent avec le temps. Et heureusement, les travaux qu'on doit faire, on est épaulé par les élus et par la région. Donc on va déjà s'atteler à finir les travaux de sécurité qui sont incontournables pour accueillir du public. Et après, on va continuer à rayonner sur cette idée un peu d'archéosite dont on a parlé, du fait d'animer le lieu comme un lieu vivant, en refaisant des gestes, en refaisant des repas, des moments de vie, surtout des gestes artisanaux, et accueillir des publics une partie de l'année, mais surtout toute la saison. Peut-être en réactivant des zones à l'extérieur comme le potager, les vignes. Il y a des bêtes déjà qui sont sur le domaine, mais on aimerait en avoir un peu plus. Et parler des métiers anciens dans la région et dans les Cévennes. Et puis faire des festivals un peu
On a commencé aussi à faire des concerts de musique et des choses qui sortent un peu du cadre historique, mais qui permettent aussi de s'adresser à des publics plus locaux, de se retrouver entre amis. Enfin, on a pas mal de projets. Et puis des tournages aussi, en fait. On a commencé à accueillir des tournages de documentaires, de séries, de films. Et donc on aimerait continuer parce que c'est un lieu assez préservé. C'est l'avantage, il n'y a pas de parking des visiteurs juste en face. Les gens sont obligés de se parquer un petit peu en contrebas, mais quand ils arrivent tout en haut, ils se rendent compte que c'est préservé et que finalement ça vaut la peine. C'est un 360 degrés qui est vraiment vierge de de tout toute élément pollution moderne. industrielle. On voit rien. Et là, un jour comme aujourd'hui, il fait de la brume, on a l'impression d'être seul au monde, au sommet d'une mer de nuages. Donc c'est assez enchanteur. Hein. C'est un côté écossais d'ailleurs, on aimerait bien faire un jumelage avec un château en Écosse. Ça, c'est un des projets aussi. Ils nous ont demandé d'avoir un fantôme, et donc on est en train de le chercher là. Alors, mais c'est tellement difficile parce que après, il y a des films qu'on préfère pour certaines raisons et d'autres pour d'autres. Mais questions. pêle-mêle comme ça. Mais pêle-mêle, je suis une grande fan de La Reine Margot de Patrice Chéreau, avec Isabelle Adjani, entre autres. Parce que les costumes, ils sont splendides. Mais Patrice Chéreau était un réalisateur d'opéra et on sent cet ADN là-dedans. Et voilà, ma corde sensible de spécialiste de l'histoire du vêtement et en même temps de costumière, puisque je couds également des costumes. Voilà, je suis très sensible à ça. Je suis totalement à l'opposé, voilà, le 5e élément. Parce qu'il y a un esprit, un humour complètement décalé, il y a plein de fraîcheur. Plein de belles innovations en termes de science-fiction, aussi des costumes faits par Jean-Paul Gaultier avec des choses très très intéressantes et très riches. Donc voilà, j'en suis à 2, mais 2 c'est pas mal, ils sont aux extrêmes. Ils te vont bien, oui. Ouais. Bah, je peux compléter avec 3 autres, comme ça nous en fait 5 à 2. Parce que moi je dirais Dracula de Bram Stoker, enfin de Francis Ford Coppola. Aussi un designer de costumes extraordinaire, donc Eikyo Ishioka, qui nous a quittés malheureusement, mais qui était une designer de costumes d'opéra aussi, qui a fait plein d'autres films super chouettes. Et puis le film en lui-même parle de lui-même, mais il y a une dimension des armes et armures qui m'intéresse particulièrement. Oui, en plus, très intéressante. Voilà, Excalibur de John Boorman, 1981. Mais bon, c'est le film qui m'a donné envie de m'intéresser aux armures, alors je ne peux pas ne pas le citer. Et puis même encore aujourd'hui, ça reste une super référence pour les mondes arthuriens. Ne pas parler d'Excalibur, c'est impossible. Enfin, moi je le regarde encore. Il a mal vieilli parfois, mais en fait il porte son époque, donc c'est quand même intéressant. La musique qui est extraordinaire dedans. Et puis Le Seigneur des Anneaux, incontournable, trilogie, Star Wars aussi. Enfin, bon, on pourrait en aligner comme ça quelques-uns, sans compter les séries évidemment. Mais on a plein de préférés. Alors, en fait, nous, on est assez old school parce qu'on joue peu avec des nouvelles formes de jeux vidéo. Mais par contre, on les décortique beaucoup, donc on en connaît pas mal. Mais moins comme gamers que comme observateurs, on va dire. De l'esthétique, on va dire. Oui, parce qu'on a beaucoup travaillé sur les Assassin's Creed, sur The Witcher et sur des licences de ce genre, mais sans y jouer forcément, en assistant à des jeux par contre, et en discutant avec les gamers. Et nous, du côté des jeux, Soline elle est plutôt dans les jeux d'ambiance plus anciens. Et moi, je suis plutôt dans les jeux type Doom-like, où on a un gros flingue et où on dégomme des extraterrestres. Comme Half-Life, auquel j'ai beaucoup joué, ou World of Warcraft, des choses comme ça. Mais on en pratique moins maintenant qu'on en observe. Mais un jour, ça reviendra peut-être. Oui, puis il y a beaucoup à observer. C'est vrai que tu parlais d'Assassin's Creed, mais c'est une mine d'or parce que justement, ils traitent de l'histoire. Alors, ils traitent de l'histoire à la façon d'un jeu vidéo et ils
prennent une partie de l'histoire pour nourrir leurs propres histoires à eux. Et c'est intéressant d'aller voir de quoi ils s'inspirent, qu'est-ce qu'ils vont aller piocher, qu'est-ce qu'ils vont faire de non-historique, pourquoi. Et voilà, c'est ça aujourd'hui qui nous plaît dans ces univers-là, plus que le fait d'y jouer avec les manettes. Et, voilà. Ouais, sans compter que c'est aussi passé à l'écran avec un film, Assassin's Creed, et sur lequel on a un peu travaillé. Enfin, on a eu des copains qui étaient figurants et escrimeurs, donc on a pu récupérer des armes du film qui étaient en fait moulées sur des armes d'un fabricant d'épées pour le cinéma, qui est Fulvio Deltine, et qui a fourni Brevard, par exemple. C'est ces épées à lui qui ont servi pour le film Assassin's Creed, qui ont été moulées pour en faire des copies en latex que les figurants peuvent aisément détruire s'ils veulent, qui ne sont pas des dangers pour les assurances. C'est ça le gros problème des armes de cinéma, c'est souvent que c'est des faux pour pouvoir être utilisés sans risque. Et donc ça les éloigne un peu des armes réelles, évidemment. Les gestes ne sont pas les mêmes non plus, mais... Alors dans les jeux vidéo, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que les types de combats, y aurait beaucoup de choses à dire. Et justement, CD Projekt, avec The Witcher, ils ont essayé d'insérer de plus en plus des gestes martiaux, plus réels, plus historiques, des façons de faire les coups, alors qu'avant c'était des espèces de gros coups, comme des coups de hache dans la figure des méchants, mais voilà, c'est plus complexe que ça dans des escrimes authentiques. Et là, ils ont essayé de faire un mix entre les deux, que moi j'adore observer, décortiquer. Mais justement parce qu'ils sont très en lien avec le milieu de la reconstitution et du combat médiéval. C'est ça. Et on sent d'ailleurs dans le design du jeu vidéo qu'ils ont pioché des objets de la reconstitution historique, des éléments de costume dont nous, on sait reconnaître, par exemple, voilà, telle fibule, tiens, ça nous rappelle tel producteur. Et du coup, la partie combat est elle aussi nourrie de ça et de ces nouvelles pratiques qui se développe dans la reconstitution historique et chez les fans, quoi. Ouais, c'est un truc que peut-être peu de gens peuvent faire, mais c'est vrai que quand on observe un film ou un jeu vidéo, souvent on reconnaît des objets dans les scènes, et si on ne connaît pas qui l'a produit, on connaît au moins l'original qui a servi de base, et c'est vrai que c'est assez marrant quand on se regarde des séries ou des films, parce qu'on se dit, comme dans Game of Thrones, on a reconnu les vers. Donc on a envoyé un mail aux copains en se disant « Mais c'est pas toi qui as fait les vers de Game of Thrones ?» Et puis ils ont répondu « Bah oui !» Ça c'est assez drôle, ouais. Mais bon, on est content, ça fait que c'est des objets qui sont valorisés, et aussi des artisans, et donc c'est super. Hein. Alors qu'il y a beaucoup de critiques, beaucoup d'historiens critiquent les films fantastiques, ou même les films historiques qui ont des problèmes de costumes ou autres. Alors nous, on essaye de ne pas être critique tout le temps, mais de comprendre pourquoi c'est comme ça. D'essayer de décortiquer les choix, parce qu'en fait, c'est jamais un hasard. Alors on peut ne pas au final être d'accord avec les choix qui sont faits, se dire que même pour les raisons invoquées, peut-être il aurait été possible de faire autrement, mais comprendre pourquoi ça a été fait, pour nous c'est important aussi, parce que c'est toujours une manière de lire et de se réapproprier l'histoire. Les objets qu'on a ici sont assez représentatifs de ce qu'on montre en exposition. C'est à la fois des objets historiques et des objets venant de séries ou de films. Donc ici, par exemple, on a 2 salles, 2 ambiances, on va dire, même si c'est à peu près les mêmes objets. Il y a un objet qui vient de la série Game of Thrones, qui appartient à Loras Tyrell, qui est un grand jouteur. C'est une copie officielle faite par la production, destinée aux collectionneurs. Il y en a quelques objets qui ont été édités. Et donc sa décoration à ce harnais, qui est plutôt inspiré par le XVIe siècle, sa décoration comporte des roses et des ronces, disons des roses à épines, parce que c'est un symbole emblématique de la maison Tyrell. Et en fait, ça ne s'inspire pas de rien, parce que ce harnais, donc celui-ci, c'est un moulage d'un original d'Henri VIII d'Angleterre, autour de 1510 environ, et sa décoration comporte des roses et des ronces, en tout cas des roses à épines, exactement comme la famille Tyrell. Et donc ces petites pièces qu'on appelle des harnais, à l'origine sont en acier recouvert d'argent, en tout cas c'est le cas de l'original de celui-ci, alors que la famille Tyrell a fait faire ça comme dans l'univers fantastique avec un petit peu plus de délire, mais la décoration ne vient pas de rien, ça s'inspire de l'histoire. Et les 2 armes qu'on a ici sont des épées, on va dire un peu classiques du cinéma, surtout, alors celle de gauche vient de la série du Trône de Fer, c'est l'épée de Brienne de Tarth,
qui lui a été donnée par Jaime Lannister et qui a été faite à partir des morceaux de l'épée d'Eddard Stark, de Ned Stark, et l'autre épée qui est ici, donc c'est une épée qui est une copie authentique de l'épée de Saint-Maurice, et donc c'est une épée plutôt du XIe siècle, mais qui a été conservée à l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone en Suisse, comme étant l'épée de Saint-Maurice, donc le saint du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et en fait, cette épée, elle a servi de base aux armes de la famille Stark à l'écran. Et donc, voilà, l'histoire rejoint la fiction. Et en plus, ce producteur-là, c'est quelqu'un qui travaille pour le cinéma, notamment pour Bravaart. C'est toujours ce producteur italien, Fulvio Deltin, qui n'est pas souvent cité. En fait, il n'est pas crédité dans les crédits de fin des films. Et nous, on aime bien justement remettre les choses à leur place et conserver des objets qui sont fabriqués par des artisans un peu inconnus. Conserver des noms aussi. C'est ça, des noms, des mémoires, parce que finalement, ces objets marquent nos imaginaires. Donc c'est important de savoir d'où ils viennent. Et comme j'ai la chance que mon épouse aime les épées, on peut en avoir plusieurs, pas à la maison, mais dans nos expositions. Ouais.